Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce qu'on appellera le nouveau podcast consacré à la séquence 2 de l'enseignement moral et civique, le MC, intitulé, pour la classe de 4e, intitulé La liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Il s'agit d'une séance essentielle qui s'articule véritablement avec tout ce que nous venons de voir en ce qui concerne la Révolution française de 1789, puisque la Révolution, ne l'oubliez pas, s'est faite avant tout pour arracher la liberté ou pour la sauvegarder. Et donc nous allons l'étudier à nouveau, cette liberté, mais cette fois-ci sous un angle davantage civique. Nous commencerons par une première séance d'histoire des arts qui nous permettra d'étudier l'un des tableaux les plus connus au monde. Sans doute vraiment, lui, il est dans le top 5 mondial. Puis nous travaillerons sur une étude de cas dans le cadre du pilier de la sensibilité, le crayon qui guidait la liberté, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Après, nous aurons l'occasion de découvrir successivement 3 séances de MC construites autour du thème de la liberté ou de la loi et des enjeux entre la liberté et la loi. Ce sera l'occasion en particulier de revenir sur une loi emblématique de ces dernières années, la loi dite du mariage pour tous. Et ça sera aussi l'occasion en particulier d'étudier les enjeux contradictoires du droit au logement. Et après ça, je pense que vous aurez les idées plus claires, du moins je l'espère, sur la thématique des libertés, des droits et l'élaboration de la loi en France. Aujourd'hui donc, nous allons entrer dans le thème de la séquence de MC par le biais de l'histoire des arts, et là je vous ai gâté puisque nous allons étudier donc véritablement l'un des tableaux phares du 19e siècle, peut-être le plus important du 19e siècle, La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Je suis à peu près certain que tous et toutes vous avez aperçu au moins une fois ce tableau, sans même forcément connaître la signification. Peu importe, justement nous allons la découvrir ensemble. Grand A, célébrer le combat pour la liberté guidant le peuple. Que nous apprend ce célèbre tableau sur la liberté? Autrement dit, quels sont les messages encore d'actualité que ce tableau véhicule à notre intention? Dans un premier temps, je vous invite à rester sur YouTube, mais à quitter momentanément ma chaîne pour aller faire un tour du côté du lien que j'ai mis en surbrillance sur la diapo et qui vous permettra de découvrir le petit épisode d'Art consacré au célèbre tableau de Delacroix. Je vous invite comme d'habitude à le regarder très attentivement parce que, comme je vous le dis à chaque fois, avec Dardar, il y a à entendre et il y a à voir dans un format extrêmement compressé, donc ça demande beaucoup de concentration. N'hésitez pas, vu la courte durée de l'épisode, à le regarder 2 fois. A tout à l'heure. La vidéo d'Ardar et son présentateur Tadei ont, je pense, vous ont permis de découvrir, de comprendre un certain nombre de points que nous allons maintenant retravailler ensemble. Et donc, on va reprendre notre démarche habituelle en histoire des arts, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons commencer par dresser le portrait, si je puis dire, de l'œuvre.
donc dresser la fiche d'identité de cette œuvre qui est à la fois universelle, hein, puisque connue dans le monde entier, et intemporelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris une ride et elle reste, hélas, peut-être d'une certaine façon d'ailleurs, complètement d'actualité aujourd'hui. Donc je vais vous inviter à travailler sur la diapo suivante afin de retrouver le titre de l'œuvre. Bon, ça c'est pas très difficile, le nom de l'artiste, la nationalité, l'année, le commanditaire, la nature, le genre, hein, vous savez ce que vous n'aimez pas et que vous confondez parfois, l'école artistique, les dimensions, parce que c'est un tableau qui tient vraiment pas dans une poche, et aussi le musée dans lequel on pourra aller voir l'œuvre dès que les musées seront rouverts une fois la crise sanitaire passée. Bon travail! Alors pour vous guider dans votre travail, vous avez donc deux petits documents. Alors tout d'abord la fiche Wikipédia que j'ai copiée sans vergogne pour vous permettre d'avoir une vision récapitulative de l'œuvre, mais aussi un portrait, un autoportrait même d'ailleurs, d'Eugène Delacroix, ainsi qu'un témoignage, et d'ailleurs pour n'être jamais si bien servi que par soi-même, autant faire appel à soi-même, donc un auto-témoignage, si je puis dire, de Delacroix, expliquant le sens de son travail à son propre frère. Hein, il lui écrit en octobre 1830 « J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. » Nous reviendrons en détail sur la signification de cette phrase. Voilà, je vous laisse chercher les informations. Mettez-moi sur pause, le temps de faire le travail, et à tout à l'heure. Il est temps de passer à la correction de l'exercice. Bon, je ne pense pas que vous ayez eu beaucoup de difficultés parce que je crois bien que toutes les informations étaient contenues dans la diapo précédente. Donc le titre de l'œuvre est naturellement « La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix, peintre français, qui a réalisé ce tableau au cours de l'année 1830 et qui l'a peut-être achevé dans les débuts de l'année 1831. Le commanditaire, eh bien justement, comme il expliquait à son propre frère, il n'a demandé à personne l'autorisation de peindre le tableau, il n'a été payé par personne pour le réaliser. C'est Delacroix lui-même qui a voulu peindre cette œuvre, qui sera acheté plus tard par le roi des Français Louis-Philippe. Je reviendrai d'ailleurs dessus tout à l'heure. C'est une peinture, hein, c'est un tableau du genre, eh ben, j'allais dire comme d'habitude au XVIIIe, XIXe siècle, même si c'est probablement l'un des derniers tableaux de ce genre, c'est une peinture allégorique parce que le personnage central, celui qui tient le drapeau tricolore dans une main et un fusil à baïonnette dans l'autre, le personnage central, à savoir la liberté, n'est qu'une allégorie. Hein. Personne ne peut se vanter de l'avoir rencontré pour de vrai sur le champ de bataille, sur la barricade, et ni Delacroix, ni personne d'autre. Donc c'est une allégorie, c'est-à-dire une représentation souvent féminine, une incarnation par un personnage féminin d'un sentiment ou d'une notion abstraite comme peut l'être la liberté. L'école artistique, c'est le romantisme, j'y reviendrai tout à l'heure sur la signification de l'art romantique. Quant aux dimensions, elles sont assez impressionnantes, hein, vous avez pu le voir dans la vidéo d'Ardard, hein, puisque c'est un tableau qui fait presque 8 mètres carrés, 3,25 m de long sur 2,60 m de hauteur. C'est véritablement un monument de la peinture, hein, dans tous les sens du terme, que vous pouvez admirer depuis 1874 au musée du Louvre, où j'aurais tendance à dire qu'il pourrait presque voler la vedette à Mona Lisa, c'est-à-dire la Joconde.
Après avoir défini l'identité, précisé l'identité de l'œuvre, il est temps d'en passer à la description. Et pour vous aider, je vous ai trouvé sur internet un petit croquis qui vous permettra peut-être de mieux voir, de mieux apercevoir certains détails du tableau, parce que c'est un tableau qui est quand même assez sombre, puisque le peintre n'a pas hésité à noircir volontairement le tableau au noir de fumée, et que ça peut parfois compliquer un peu l'observation. Donc vous avez 11 éléments à replacer à leur place, comme d'habitude, hein, vous avez l'expérience, l'habitude, donc je vous laisse faire l'exercice, mettez-moi sur pause, le temps de le réaliser tranquillement. Voici donc le corrigé de l'exercice, qui je pense n'était pas extrêmement difficile. Alors à tout seigneur, tout honneur, commençons par l'allégorie de la liberté, hein, qui est au centre du tableau, en 1, avec dans sa main droite le drapeau tricolore, mais qui est aussi le drapeau de la Révolution, du combat pour la liberté. Noyé dans la fumée des combats, les tours de Notre-Dame de Paris, parce que Delacroix a voulu situer, ou plus exactement permettre à l'observateur, au spectateur, de situer l'événement au premier coup d'œil. Donc si par exemple la tour Eiffel avait existé à l'époque de Delacroix, eh bien ma foi il aurait probablement choisi de représenter la silhouette de la tour Eiffel. Bon ben là, la tour Eiffel n'existant pas, Delacroix s'est contenté du monument le plus célèbre de Paris à l'époque, et le monument le plus célèbre de Paris, c'était Notre-Dame et les tours de Notre-Dame de Paris. Alors en réalité d'ailleurs, les combats ne se sont pas déroulés dans le secteur de Notre-Dame. On ne pouvait pas apercevoir les tours de Notre-Dame depuis les barricades de 1830, mais peu importe, encore une fois, le but c'est de permettre aux spectateurs de situer immédiatement la scène à Paris. En 4, la barricade, faite de bois, de pavés, de charrettes, de tout ce que les insurgés ont pu trouver pour barrer la route, aux soldats de Charles X, dont on aperçoit des cadavres au tout premier plan. On aperçoit aussi en 6 un gamin de la rue, un enfant abandonné, un gamin de Paris dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard. Il est accompagné, l'autre extrémité du tableau, par un ouvrier des manufactures, reconnaissable à sa blouse, un ouvrier des manufactures qui s'est emparé d'armes prélevées sur probablement les cadavres de soldats de Charles X, puisqu'il a un pistolet à sa ceinture et un sabre d'infanterie à la main. On trouve aussi en 8 un étudiant reconnaissable à l'uniforme de polytechnicien, donc c'est l'école la plus prestigieuse de France, hein, son célèbre bicorne, hérité de l'époque napoléonienne. Alors on voit le contraste marqué entre les trois personnages que je viens de citer, hein, parce que l'enfant des rues, on peut penser qu'il n'est jamais allé à l'école. L'ouvrier des manufactures, guère davantage, probablement. Par contre, l'étudiant à l'uniforme de polytechnicien, lui, par contre, c'est sans doute un enfant de la bourgeoisie, donc un enfant qui a toujours eu à manger, qui n'a jamais eu de soucis dans son existence, si ce n'est de réussir ses études. Un enfant qui est allé à l'école, hein, forcément. Donc on voit que Delacroix, il peint un nombre de Français assez représentatif de la société et de la diversité de la société française à l'époque. Et il continue d'ailleurs avec le personnage numéro 9, ce bourgeois, qui a fait couler énormément d'encre chez les historiens de l'art, parce que c'est un personnage qui est assez complexe. Si on regarde bien attentivement, c'est un personnage qui est assez contradictoire,
parce qu'il porte certains vêtements du bourgeois, commencer par le chapeau de forme, mais il n'a pas de ceinture et il porte plutôt un pantalon d'ouvrier. Il a la barbe relativement bien entretenue, hein, il est même presque glabre, mais il a les cheveux en bataille. C'est un personnage qu'il est difficile de situer. Est-ce un bourgeois? Est-ce un ouvrier? Ben, finalement, c'est un peu les deux. C'est certainement ce qu'a voulu nous expliquer Delacroix, à savoir que c'est pas une catégorie sociale de Parisiens qui s'est battue pour la liberté, mais c'est finalement l'ensemble de la population parisienne, jusqu'aux femmes, puisque on pourrait se dire que c'est la manque de femmes sur la barricade. Il est vrai que la guerre est une activité d'hommes à l'époque, mais n'oubliez quand même pas l'allégorie de la liberté qui, elle, est incontestablement une femme. On trouve jusqu'à un paysan, d'ailleurs, c'est le personnage 11, celui qui a un mouchoir sur la tête, celui qui est le regard tourné vers la liberté, et qui est un paysan tout juste monté à Paris et qui s'est retrouvé finalement au mauvais endroit au mauvais moment, puisqu'il est blessé, peut-être à mort. Et en fait, il a voulu, Delacroix, nous faire comprendre que beaucoup de gens de la campagne venaient chercher du travail à Paris. On était déjà dans une logique d'exode rural, et que les Français de la campagne ont symboliquement participé eux aussi au combat pour la liberté de Paris, mais aussi des Français, à cette occasion. Et enfin, j'ai oublié le cadavre d'un insurgé dépouillé. Alors, ça peut paraître assez curieux de voir un homme à moitié nu, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il existait ce qu'on appelait les détrousseurs de cadavres, qui venaient voler sur les morts et bien tout ce qui pouvait servir, soit à se battre, comme pour le personnage 7, donc il s'équipait sur les morts, ou alors tout simplement pour leur voler tout ce qui pouvait être vendu, parce que tout ce qui avait de la valeur, c'était toujours bon à prendre. Voilà pour la description sommaire du tableau. La liberté guidant le peuple de Delacroix est un tableau dont il est nécessaire de bien comprendre le contexte historique, parce que sinon on passe à côté. Alors évidemment, on comprend bien qu'il y a des gens qui se battent pour leur liberté, d'un côté de la barricade, que de l'autre. Il y a des gens qui veulent probablement les en priver. Bon, mais si on ne connaît pas le contexte historique, on ne peut pas en dire davantage, et on passe quand même un peu à côté du message. Donc je suis là pour vous apporter le contexte historique. En fait, il n'est pas très compliqué. Nous sommes en 1830, et en 1830, la France est redevenue une monarchie. Et oui, la Révolution française est bel et bien finie, et même carrément enterrée, hein. Elle a disparu en 1815 avec la chute de Napoléon Ier, rappelez-vous, la fin du Premier Empire. Et ce que nous n'avons pas encore vu en histoire, mais que nous voyons maintenant, c'est que la France est redevenue une monarchie. On a appelé ça la restauration monarchique, mais une monarchie qui n'était plus absolue, parce que le successeur de Louis XVI, son propre frère, devenu le comte de Provence, devenu roi de France sous le nom de règne de Louis XVIII, a eu la sagesse de comprendre que les Français étaient mûrs pour accepter à nouveau la monarchie, parce qu'ils en avaient assez de la Révolution, de ses horreurs et des guerres de l'Empire. Donc les Français étaient d'accord pour que la monarchie soit restaurée en France, mais à condition que ce soit une monarchie constitutionnelle. Pas question de revenir à la monarchie absolue d'avant la Révolution, parce que, d'accord, les Français n'en veulent plus de la Révolution et de ses guerres, mais les Parisiens et les Français sont restés très attachés aux libertés que la Révolution leur a apportées. Donc Louis XVIII va régner pendant une dizaine d'années, sans remettre en cause fondamentalement les libertés en France, et finalement son règne va bien se passer.
La situation va terriblement se compliquer avec son propre frère, Charles X, qui lui n'est pas fait du même bois que son prédécesseur. Charles X rêve de rétablir la monarchie absolue, et c'est parce que Charles X va prendre toute une série de mesures liberticides, c'est-à-dire contraires aux libertés, notamment à la liberté d'expression, que le peuple de Paris va se soulever et va chasser du pouvoir Charles X en à peine 3 jours, 3 glorieuses journées de juillet 1830, qui sont à l'origine du tableau de Delacroix. Et sans rentrer dans le détail, il suffit d'un simple coup d'œil sur le tableau officiel du sacre de Charles X pour se rendre compte que Charles X ne fait pas mystère de sa volonté de rétablir la monarchie absolue, parce que alors que Louis XVIII s'était présenté en uniforme, en train d'écrire paisiblement à son cabinet de travail, à une table, bon, eh bien Charles X, lui, ressort le costume du sacre et prend une pose qui rappelle, avec beaucoup de maladresse et beaucoup moins d'efficacité certes, mais qui rappelle néanmoins le célèbre tableau de Louis XIV en grande tenue de sacre, le célèbre tableau de Hyacinthe Rigaud, que je vous fais étudier dès qu'on veut voir apparaître la monarchie absolue en France. Puisque Hyacinthe Rigaud, c'est pas tellement Louis XIV qu'il a peint, c'est l'absolutisme à travers Louis XIV. Alors maintenant que je vous ai éclairé, du moins je l'espère, sur le contexte historique de la Révolution de juillet 1830, le moment est venu de tenter d'interpréter le tableau de Delacroix. Et donc je vous propose, comme d'habitude, une série de verbes à l'infinitif, ça c'est la colonne de gauche, et je vais vous proposer d'essayer de retrouver les bonnes combinaisons, c'est-à-dire d'associer chacun des verbes au reste de la phrase qui lui correspond. Mettez-moi sur pause, bien entendu, le temps de faire l'exercice, qui n'est peut-être, après tout, pas si facile que cela. Alors, il est temps de passer au corrigé. Donc, afficher, eh bien, Delacroix affiche clairement ses sympathies personnelles pour la Révolution de juillet 1830, pour la liberté. De la même manière qu'il témoigne des violents combats de rue pendant 3 jours en plein Paris. À sa manière, lui qui n'a pas participé avec un fusil à la main, eh bien, il va se battre avec ses armes à lui, et ses armes à lui, eh bien, ce sont les pinceaux. Célébrer, eh bien, célébrer le sacrifice des Parisiens morts pour conquérir leur liberté. Dénoncer les ennemis de la liberté, dont Charles X, qui seront vaincus par elle, la liberté, mais nous aussi, d'une certaine manière, j'attire votre attention sur le fait que nous faisons partie du mauvais camp, parce que, peut-être l'avez-vous remarqué, le paradoxe de ce tableau, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en mouvement, et mis à part finalement le Gavroche, l'enfant des rues, sur la droite du tableau, personne ne nous regarde. Puisque tous les regards ou presque sont fixés sur la liberté, bon, qui est le personnage principal, ça évidemment, mais personne ne nous regarde également parce que nous, les spectateurs, nous sommes du mauvais côté de la barricade. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, nous faisons partie des ennemis de la liberté.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la liberté elle-même ne nous regarde pas. Elle nous méprise. Elle préfère tourner la tête de côté, elle qui est en tête du groupe des insurgés. Elle préfère tourner la tête pour s'adresser à ses troupes, pour vérifier que ses troupes suivent derrière elle. Elle nous écrase de son mépris parce que nous sommes ses ennemis. L'aviez-vous remarqué cela? Et donc, à travers cette allégorie, ce personnage assez curieux de la liberté, avec sa robe jaune safranée, eh bien, Delacroix veut donner corps à cette liberté, à cette valeur républicaine. Bon, la République ne parviendra pas à s'installer en 1830, elle sera confisquée par un autre roi, un cousin qui va profiter de l'aubaine pour prendre la place de Charles X, c'est le fameux Louis-Philippe dont je vous parlais tout à l'heure, qui achètera le tableau de Delacroix, mais qui n'achètera pas par enthousiasme pour l'œuvre, pas parce que le tableau lui plaît, mais au contraire parce que le tableau lui déplaît. C'est-à-dire que Louis-Philippe, qui est arrivé au pouvoir par une révolution, sait très bien qu'il pourrait perdre ce même pouvoir par une autre révolution, et qu'il n'est peut-être pas très habile de donner comme message aux Français et aux Parisiens qu'une bonne révolution permet de conquérir ou de regagner sa liberté. Donc en fait, Louis-Philippe va conserver précieusement le tableau à l'abri des regards pendant toute la durée de son règne, jusqu'à ce qu'il soit d'ailleurs lui-même renversé par une autre révolution, et oui, en 1848, révolution qui, celle-là, permettra d'ailleurs à la République de s'installer au pouvoir. Alors, juste une petite remarque supplémentaire concernant la liberté. La liberté, elle est associée au drapeau tricolore, parce que le drapeau tricolore, je vous le rappelle, est né en 1789, il est né de la Révolution française, et la Révolution française, surtout dans ses débuts, elle est symbole de liberté et d'égalité, hein. Elle est associée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui, dans plusieurs articles que nous allons étudier bientôt, justement définit la liberté et les rapports de la liberté à la loi. Donc la parenté entre la Révolution, la glorieuse Révolution de 1789 et celle de 1830, elle est là, elle est à travers ce drapeau. Ce que Delacroix veut nous faire comprendre, c'est que les émeutiers de 1830 sont les dignes héritiers des sans-culottes de 1789 quand ils prenaient la Bastille, ou quand ils attaquaient le palais des Tuileries quelques années après. Ensuite, la liberté, eh bien, elle a les seins nus, et on peut y voir effectivement la volonté de l'artiste de montrer que lui aussi il s'y connaît en anatomie et qu'il est capable de représenter des corps nus, des corps féminins, parce que c'est vrai que c'est un passage un peu incontournable chez les artistes du XVIIIe ou du XIXe siècle, mais c'est pas uniquement pour ça. Si elle a les seins nus, c'est parce que justement il faut y voir peut-être le principal message du tableau, à savoir que la liberté, elle ne donne son lait, elle n'offre son lait qu'à ceux et celles qui sont prêts à se battre et à mourir pour elle. Il est là le véritable message de Delacroix. La liberté, c'est peut-être un droit, mais c'est surtout quelque chose que l'on doit arracher aux ennemis de la liberté. Et encore une fois, il faut être prêt à mourir pour avoir une chance que d'autres puissent vivre libres grâce à votre sacrifice. J'ai oublié de préciser, mais vous l'aurez remarqué bien sûr, qu'elle porte le bonnet phrygien sur sa tête, et que ce bonnet phrygien, il a encore une référence directe
à la révolution de 1789, hein, puisque c'est le bonnet de laine rouge de l'esclave grec affranchi, c'est-à-dire de l'homme qui vient de devenir libre, ce qui est le bien le plus précieux qu'un être humain puisse posséder, sa liberté. Donc là encore, il y a une autre parenté avec la révolution de 1789. Alors, vous le savez certainement d'ailleurs, hein, cette liberté de Delacroix, plus tard, deviendra Marianne, c'est-à-dire l'allégorie contemporaine de la République, mais aussi de la France, puisque l'une est associée étroitement à l'autre, et la France et la République, c'est aussi le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Devise que l'on doit aussi, devise républicaine d'aujourd'hui, que l'on doit aussi aux révolutionnaires de 1789. Nous en avons pratiquement fini avec le tableau de Delacroix, mais vous savez qu'il est toujours intéressant de prolonger l'œuvre et d'établir des correspondances avec d'autres. Alors des fois, c'est pas toujours facile parce que certaines œuvres ne s'y prêtent pas, mais alors dans le cas de Delacroix et de sa liberté guidant le peuple, alors là, on n'a que l'embarras du choix, et je vais essayer de vous le faire comprendre à travers quelques exemples. Alors à commencer par un premier tableau qui est du même peintre, Eugène Delacroix, mais qui a été peint 4 années auparavant, et qui est une sorte de répétition générale, une sorte de modèle moins connu que La liberté guidant le peuple, un tableau qui s'intitule La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi. Et si vous regardez bien, il y a quand même un air de parenté entre les deux tableaux, parce que, évidemment, on retrouve l'allégorie. Alors là, c'est l'allégorie de la Grèce, vêtue de blanc et de bleu, hein, comme les couleurs du drapeau national grec aujourd'hui. Cette Grèce en train de mourir certes, mais en train de mourir libre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Grèce est une région de l'Empire ottoman, c'est ce que vous montre la petite carte que j'ai mis à côté du tableau. La Grèce n'est qu'une région de l'Empire ottoman, l'Empire turc si vous préférez, et les Grecs sont en train de se battre, à l'époque où Delacroix a peint son tableau, les Grecs sont en train de se battre les armes à la main pour arracher leur indépendance, ce qu'ils finiront par obtenir d'ailleurs, 1830. Ils arrachent leur indépendance les armes à la main, et au prix évidemment du sacrifice de nombre d'entre eux. Et justement, le drame de Missolonghi a beaucoup frappé les esprits en Europe à l'époque, lorsqu'on a appris que des Grecs avaient préféré se suicider en faisant sauter la poudrière de la citadelle dans laquelle ils s'étaient enfermés. Ils ont préféré se suicider en se faisant sauter plutôt que de se rendre au Turc, le Turc qui apparaît d'ailleurs en arrière-plan dans ce ciel d'orage, le Turc victorieux mais éphémèrement victorieux du tableau. Et donc le message en fait est le même. La Grèce se bat pour sa liberté, elle préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux, et dans les paumes de ses mains, eh bien, il y a les stigmates, les blessures infligées au Christ quand il avait été crucifié au moment de sa mise à mort. Bon, donc on voit bien qu'il y a un air de parenté et que le message du tableau est rigoureusement le même que pour La liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix est un amoureux de la liberté et aussi des allégories visiblement. Quand on évoque le tableau de La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, on l'associe souvent à un autre tableau extrêmement célèbre du XIXe siècle français, de la peinture française, à savoir Le radeau de la Méduse, peint par Théodore de Géricault
entre 1818 et 1819. On les associe déjà parce que les deux tableaux sont littéralement côte à côte dans la même salle du musée du Louvre. Quand on va voir l'un, ben forcément on regarde l'autre aussi puisqu'il est exposé à quelques dizaines de centimètres à côté. Et ça n'est pas un hasard parce que Delacroix a voulu rendre hommage à Théodore de Géricault et à son radeau de la Méduse. Alors vous connaissez peut-être l'histoire, hein, je vous ai dit tout à l'heure que l'Europe s'était passionnée pour le combat des Grecs contre l'oppresseur turc ottoman, mais les Européens se sont aussi passionnés pour un drame, un fait divers maritime du début du 19e siècle, à savoir le naufrage d'un navire au large des côtes africaines, qui est à l'origine du radeau de la Méduse, c'est-à-dire un navire qui a coulé, mais très lentement, qui s'est échoué en fait sur un banc de sable, et qui a coulé très très lentement, qui a fait naufrage tellement lentement que les gens ont eu le temps de quitter le navire en construisant un radeau de fortune qui deviendra le radeau de la Méduse, mais malheureusement ils n'ont pas été tirés d'affaire pour autant, les naufragés, parce que très rapidement les vivres ont manqué en fait dès le premier jour, et les naufragés ont très rapidement fini par s'entretuer, les plus forts mangeant littéralement les plus faibles. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu ce phénomène d'anthropophagie, hein, de cannibalisme pour survivre. Et le tableau de Géricault nous montre justement, nous montre pas les cas d'anthropophagie, hein, il ne va pas jusque-là, mais il nous montre à l'arrière-plan l'espoir, c'est-à-dire les survivants qui continuent à espérer et qui aperçoivent, mais alors là, il faut être très 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 bon, avoir une vue perçante pour deviner une voile, petite voile triangulaire à l'avenir, à l'horizon, c'est-à-dire les secours qui permettront aux rares survivants d'être recueillis à bord d'un navire. Et puis plus près de nous, au premier plan, qui nous fixe, qui nous regarde, parfois le camp du désespoir, c'est-à-dire ceux qui sont les plus faibles, ceux qui vont mourir, ceux qui ont abandonné l'espoir. Et c'est un tableau également romantique, donc de la même école que celui de Delacroix, et Delacroix avec pour modèle Théodore de Géricault. Et en particulier, il avait été très frappé par les cadavres qui sont entassés sur le radeau, cadavres que Géricault était allé peindre directement à la morgue, hein, il était allé voir des vrais cadavres pour les peindre sous toutes les coutures. Et Géricault donc a inspiré Delacroix, qui s'était bien juré que s'il avait l'occasion de peindre des cadavres, eh bien il rendrait hommage à son prédécesseur, et donc les cadavres de la barricade de la liberté guidant le peuple sont un hommage, si je puis dire, aux cadavres du radeau de la Méduse. Et l'un comme l'autre avait des difficultés à peindre les chevilles, à peindre les pieds. Hein, les pieds et les mains sont très difficiles à peindre, même pour les très grands peintres. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien chez Géricault que chez Delacroix, les cadavres, quand bien même ils sont à moitié dénudés, portent des chaussettes. Et oui, ça peut paraître curieux, mais quand on a mis des chaussettes à des cadavres, on n'a plus besoin de peindre leurs pieds. J'ai évoqué à plusieurs reprises le romantisme en peinture, comme également en littérature. Hein. Le romantisme se décline à travers de nombreux modes d'expression artistique. Eh bien, ça consiste en quoi le romantisme au XIXe siècle? Eh bien, en fait, on retrouve trois caractéristiques majeures du romantisme dans l'art que l'on retrouve à travers le tableau de Delacroix. Et ces trois caractéristiques sont les suivantes. L'engagement personnel de l'artiste en faveur de la liberté. Or là, avec le tableau de Delacroix, on est forcément gâté puisque, encore une fois, tout repose sur le sacrifice pour la liberté.
L'autre caractéristique, la deuxième caractéristique du romantisme en peinture, c'est l'expression, ou en littérature, peu importe, c'est l'expression des sentiments et de l'imagination. Alors l'imagination, ben, il en faut quand même un minimum pour imaginer cette allégorie de la liberté avec son bonnet phrygien, son drapeau tricolore et sa robe safranée à moitié dénudée. Quant aux sentiments, eh bien, il suffit de lire l'air farouche du gamin des rues avec ses deux pistolets de cavalerie à côté de l'allégorie de la liberté pour voir que les personnages expriment des sentiments d'admiration, hein, je pense aux paysans blessés, des sentiments comment dirais-je, d'émerveillement pour la liberté, ou alors des sentiments qui sont ceux du combattant prêt à se sacrifier pour la liberté. Donc là, Delacroix n'a pas peint des personnages au regard vide, sans expression, bien au contraire. Quant à la dernière caractéristique de l'art romantique, c'est aussi le mouvement et l'emploi des couleurs. Alors le mouvement, ben, rappelez-vous, Napoléon disait à David, on marche dans ce tableau pour rendre un hommage au peintre qui lui avait représenté son sacre du 2 décembre 1804, eh bien Napoléon, s'il avait connu le tableau de Delacroix, aurait pu dire la même chose. On marche dans ce tableau, ou plus exactement, la liberté et ses défenseurs, ses combattants, marchent vers nous, qui encore une fois sommes les ennemis de la liberté. On a véritablement le sentiment du mouvement. Et puis l'emploi des couleurs, alors c'est pas un tableau effectivement aux couleurs très éclatantes, hein, c'est clair, mais les couleurs du drapeau tricolore ressortent sur l'ensemble, si voulu, hein, ce rouge vif, ce rouge sang, et la robe jaune cette curieuse robe jaune de la liberté éclaire aussi le tableau et donne de la luminosité. Donc en fait on retrouve à travers La liberté guidant le peuple de Delacroix les grandes caractéristiques d'un tableau romantique. Le gamin des rues, avec son béret, sa casquette bien trop grande pour lui, parce que voulez-vous, cet enfant est livré à lui-même. Alors soit il est orphelin, soit c'est un enfant qui a été abandonné par ses parents, parce qu'ils ne pouvaient pas le nourrir, mais donc c'est un enfant qui s'habille comme il le peut, qui mange comme il le peut, qui probablement vit de petits vols, de petites délinquances, parce que voulez-vous, il faut bien vivre. Et des enfants comme celui-là couraient littéralement les rues, hein, c'est pour ça que Delacroix en a représenté un dans son tableau, parce que l'enfant c'est aussi l'avenir, hein. L'enfant, s'il arrive à survivre, deviendra l'homme plus tard, donc c'est l'avenir de la France, de la population qui est représentée par Delacroix, et puis aussi par Victor Hugo, parce que Victor Hugo, le jeune Victor Hugo, hein, à l'époque, quand il va voir le tableau de Delacroix qui est exposé dès 1831, tombe en arrêt devant cet enfant, parce que le jeune Victor Hugo est en train de concevoir ce qui deviendra un de ses romans les plus célèbres, qui s'intitule Les Misérables, et quand il voit cet enfant avec ses deux pistolets de cavalerie, un dans chaque main, tombe en arrêt en se disant mais c'est mon Gavroche. Et oui, le Gavroche, ce personnage des Misérables qui ira mourir toujours pour la liberté sur une barricade. Alors ça sera une barricade de la révolution de 1848, c'est pas la même révolution mais au fond c'est le même combat. Ce Gavroche qui va aller au péril de sa vie chercher les cartouchières et les armes des soldats tués pour aller les apporter aux insurgés, en fait comme dans le tableau de Delacroix, en chantant pour se donner du courage « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau, je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire, je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau ».
Lui qui n'est jamais allé à l'école, eh bien cet enfant rend malgré tout hommage aux philosophes des Lumières, hein, les philosophes des Lumières qui se battaient eux aussi pour la liberté, comme quoi il n'y a pas de hasard. Mais le malheureux Gavroche, lui, par contre, connaîtra un destin funeste, puisque dans le roman des Misérables de Victor Hugo, il finira par être abattu par les ennemis de la liberté. Pour en terminer avec notre étude du jour consacrée à la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, je voudrais partager avec vous une dernière image concernant une œuvre qui se trouve également au musée du Louvre. Alors actuellement elle n'est pas visible parce que la pollution ayant attaqué le marbre, elle est en restauration, mais elle devrait bientôt retrouver sa place à l'entrée du musée. Il s'agit d'une grande statue datant d'environ 200 ans avant Jésus-Christ, donc de l'Antiquité, qu'on appelle la victoire de Samothrace du lieu où elle a été trouvée, mais en fait elle représente probablement Athéna Niké, c'est-à-dire Athéna la victorieuse. Bon, il lui manque la tête, la statue est assez incomplète, mais il reste le torse, et je trouve qu'il y a comme un air de parenté. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve qu'il y a un air de parenté entre la victoire de Samothrace, qui est exposée au Louvre depuis 1884, et la liberté guidant le peuple de Delacroix. Hein, bon, évidemment, il n'y a pas les ailes dans le dos de la liberté de Delacroix, mais ne dit-on pas que la liberté donne des ailes? C'est pas quand même un hasard. Alors, sauf que la chronologie est importante. Delacroix ne s'est pas inspiré de la victoire de Samothrace pour le corps de son allégorie, pour une raison toute bête, c'est que la victoire de Samothrace n'a été déterrée, n'a été découverte par un Français, qui explique sa présence au Louvre aujourd'hui, qu'en 1863, c'est-à-dire 32 ans après que Delacroix ait fini de peindre son tableau. Donc c'est une coïncidence, mais parfois je trouve que les coïncidences sont parlantes. Et les ailes de la liberté, ben, je trouve que ça va bien avec le tableau de Delacroix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien profité de cette séance d'histoire des arts pour découvrir l'art romantique en général et quelques-unes des œuvres majeures de notre patrimoine de l'humanité. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée aux libertés, aux droits et à l'élaboration, j'en bafouille, de la loi en France. Bonne journée, à bientôt.